Salut les super parents, c'est Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aider votre enfant à comprendre et à respecter une consigne, qu'il souffre ou non d'un trouble de l'attention. À tout de suite! Je reçois souvent dans les courriers des lecteurs une question qui revient, qui est très fréquente, qui est comment aider mon enfant à exécuter correctement une consigne. Mon enfant répond souvent à la question, mais à côté de la question. Mon enfant a du mal à comprendre certains termes dans la consigne. Comment l'aider? Alors, il est sûr que quand votre enfant arrive en CP, en CE, finalement, en fait, comprendre une consigne, ça fait partie des nouveaux apprentissages. Mais des apprentissages qui sont essentiels, puisqu'évidemment, on ne peut pas faire un exercice correctement si on n'en a pas compris l'énoncé. Or, c'est un apprentissage qui est relativement complexe. Non seulement parce qu'évidemment, il fait appel à toutes les nuances de la langue française, cocher une case n'est pas la même chose que remplir une case, énoncer n'est pas la même chose que répondre ou expliquer, donc il y a un tas de nuances qui sont faites, et en plus de ça, on oublie souvent qu'à cet âge-là, encore une fois, donc à l'âge CE, CP, donc pour mes amis belges, ce qui correspond au début des primaires, il est clair que les fonctions exécutives, dont j'ai reparlé dans un autre article, dont je mets le lien ci-dessous, les fonctions exécutives de l'enfant ne sont pas développées. Et donc il y a des choses qui sont faciles finalement pour nous, comme planifier, comme prioriser des tâches, qui ne le sont pas du tout pour eux. Et donc, même dans le cadre de cette question, les neurosciences peuvent apporter quelques conseils pour effectivement aider votre enfant. Alors aider les enfants en général ou aider votre enfant aussi en particulier s'il souffre d'un problème d'attention. Alors ici, il ne sera pas question d'expliquer voilà, ce que c'est qu'un trouble de l'attention. Il ne sera pas question non plus de faire le distinguo entre d'une part le développement normal du cerveau de l'enfant à son âge, d'autre part un déficit d'attention vraiment qui doit être diagnostiqué auprès d'un spécialiste ou simplement un problème d'attention comme tous les enfants et même tous les adultes peuvent en rencontrer. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est effectivement, donc j'ai parlé des nuances de la langue française. Il est essentiel en fait pour l'enfant de vraiment repérer dans l'énoncé les mots de référence, les termes d'action qui vont l'aider en fait à comprendre ce qui est attendu de lui. C'est comme un peu des rochers auxquels on va se raccrocher et qui finalement vont lui montrer effectivement qu'est-ce qui est de l'essentiel et qu'est-ce qui est du détail. Et alors là, évidemment, je ne vais pas vous faire l'affront en tant que parent ou en tant qu'enseignant de vous expliquer un petit peu quoi faire. Les enseignants le font déjà très très bien à l'heure actuelle, c'est-à-dire dans un texte d'énoncé, ils vont aller demander à l'enfant de mettre en fluo ou de surligner quels sont les termes essentiels. Donc par exemple, dans le cadre de cet exercice, est-ce que tu peux commencer par énoncer tels et tels éléments, ensuite donner un exemple, etc. Et donc l'enfant est amené à véritablement retirer qu'est-ce qui est attendu de lui, l'essentiel de tous les petits détails qui viennent un petit peu, voilà, embuer son esprit, j'ai envie de dire. Alors, si vous allez voir sur le site des outils pour apprendre, dans l'article dont je vais mettre le lien ci-dessous, vous allez voir des ressources utiles pour rappeler à l'enfant quels sont tous les termes d'action, par exemple, qu'on peut être amené à lui demander et à ce qu'il puisse faire véritablement la différence, en fait, entre ces différents termes. Donc, comme j'ai dit, cocher, ce n'est pas la même chose que illustrer ou que remplir, colorier, par exemple. Donc là, c'est très important d'aider quand même son cerveau par rapport à ça. Alors ensuite, il faut savoir que le cerveau n'est pas multitâche, contrairement à ce qu'on aimerait, ou contrairement à peut-être voilà, certaines idées reçues. Donc souvent, on entend oui, mais moi, je suis une femme, je suis multitasking », mais non, personne ne l'est. Donc je vais vous mettre un petit schéma ici, vous allez voir à quel point le cerveau, donc il ressent différents stimuli, et il va devoir à un moment donné choisir. Donc il va devoir fermer les passages de certaines informations pour pouvoir traiter une information qu'il va juger comme étant prioritaire. Et c'est évidemment la même chose, c'est le cas chez nous, c'est évidemment le cas chez l'enfant. En plus de ça, l'enfant a du mal à l'âge auquel il apprend à respecter les consignes, à planifier, à prioriser, à comprendre
Qu'est-ce qu'il doit faire d'abord? Est-ce qu'une chose est plus importante qu'une autre? Est-ce qu'une chose doit être faite avant une autre? Donc est-ce qu'il y a un ordre logique dans ce qu'il doit faire? Il a énormément de mal à le faire, simplement parce que ce qu'on appelle ses habiletés exécutives, et notamment une des habiletés exécutives, c'est la planification, n'est pas développée à cet âge-là. Donc, il faut savoir, et je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, les habiletés exécutives, ce sont ces savoir-être qui vont permettre finalement à l'enfant d'accumuler des savoirs et des savoir-faire, mais ces savoir-être, donc que ce soit la planification, l'inhibition, la flexibilité, la mémoire de travail, tout ça n'est pas encore développé. On peut l'entraîner, je vous mets encore, décidément il y aura beaucoup de liens, je vous mets un lien en dessous pour que vous puissiez aller voir donc les meilleures façons d'entraîner les habiletés exécutives chez l'enfant. Il y a aussi un petit test amusant à faire si vous avez envie pour voir à quel niveau votre enfant se situe. Encore une fois, en toute zénitude, j'ai envie de dire. Mais clairement, donc c'est difficile pour lui. Donc il va falloir absolument séquencer. Donc tout d'abord, il va falloir montrer à l'enfant qu'il y a plusieurs étapes. Alors parfois c'est utile, en tout cas au début de l'apprentissage de cette compétence qui est le fait de comprendre une consigne, il est parfois utile pour l'enseignant notamment, mais pour le parent aussi qui accompagne son enfant, de schématiser les différentes étapes. Par exemple au tableau. Alors pour des enfants qui souffrent d'un problème d'attention, peut-être même qui sont dyslexiques, TDA, il est parfois utile aussi d'associer une image mentale au terme. Par exemple, il y a des enfants pour lesquels évidemment ça va être très difficile de comprendre quelle est la différence entre, par exemple, séparer et énoncer. Parce qu'évidemment, ils ont du mal à associer à ces termes, qui sont des termes quand même très conceptuels, une image mentale. Donc on peut aller jusqu'à, en tout cas au début de l'apprentissage, associer et aider l'enfant à associer une image mentale à un terme. Alors pour certains enfants, il sera même nécessaire d'attendre que la première séquence de la consigne soit exécutée pour passer à la deuxième étape, à la deuxième séquence. Donc évidemment, on n'est pas obligé de passer par toutes ces étapes à chaque fois, on n'est même pas obligé de passer par toutes ces étapes sur le long terme, mais encore une fois, l'apprentissage du respect, de la compréhension des consignes, c'est un apprentissage qui est essentiel, donc autant évidemment mettre les bases, les fondations dès le départ, quitte à prendre un peu plus de temps pour que l'enfant ensuite soit tout à fait à l'aise et autonome par rapport à la lecture d'un énoncé. Il est d'autant plus difficile pour un enfant d'associer une image mentale à un mot, un terme de référence, un terme d'action dans un énoncé, que ce terme est négatif. Donc si l'énoncé est posé de façon négative, donc par exemple énoncer les mots dans ce texte qui ne se terminent pas par le son, je sais pas moi, un, les un, on, en, dans la langue française, eh bien c'est beaucoup plus difficile pour un enfant. Je suis sûre que vous-même vous allez devoir y réfléchir à 2 fois, donc oui, énoncer les mots qui ne se terminent pas par. Pour un enfant, surtout un enfant qui a un problème d'attention, ça va être encore plus compliqué. Donc il faut absolument éviter ce genre d'énoncé. Il faut savoir aussi que pour les enfants, par exemple, dyslexiques, TDA, les petits termes tels que ne pas, avant, entre, ce sont des termes tellement conceptuels qu'il va avoir énormément de mal à les comprendre, à les lire. Donc, ce sont des termes qu'on a appelés aussi, par exemple, des termes de désorientation, notamment dans les méthodes Davis, dont je reparlerai dans une autre vidéo. Ce sont des termes vraiment qui vont complètement perdre l'enfant. Évidemment, une girafe, il a beaucoup de facilité à associer aux mots qu'il lit l'image de la girafe, donc il fait des associations mnémotechniques en fait, mais ne pas, évidemment, rendez-vous compte quelle image associée au terme ne pas. Donc ça aussi, il faut être attentif à ce genre de petits détails quand on est enseignant ou quand on est parent d'un enfant, notamment dyslexique par exemple. Si la consigne est lue à voix haute, et notamment quand on commence à enseigner le respect des consignes à des élèves, on va avoir normalement tendance à répéter la consigne tout haut pour s'assurer qu'elle est comprise, voire même à demander à l'enfant de la répéter tout haut pour qu'il la verbalise et s'assurer qu'il a bien distingué, notamment par exemple l'essentiel des détails. Alors, petite anecdote, parfois certains enfants n'ont pas besoin qu'on leur répète la consigne, ou en tout cas qu'ils la répètent eux-mêmes. Ils sont parfois focalisés déjà sur la réponse, et finalement le fait de les faire répéter, ça va plutôt apporter une source de distraction supplémentaire. Mais pour beaucoup d'enfants, c'est quand même utile de la répéter à voix haute, et surtout ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'enseignant ou en tant que parent, répéter la consigne à voix haute, ça vous permet d'utiliser ce qu'on appelle les signaux ostensibles
d'orientation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? Donc, il faut savoir que les neuroscientifiques ont découvert qu'il y avait plusieurs systèmes neuronaux attentionnels et donc plusieurs systèmes qui nous permettaient en fait de faire attention à une information. Alors encore une fois, si vous voulez en savoir plus, je mets un lien sous cette vidéo. Vous allez pouvoir voir quels sont les différents systèmes d'attention et comment vous pouvez en tirer profit pour améliorer l'attention de votre enfant et faire en sorte qu'il reste focalisé par exemple sur une tâche. Alors, parmi ces systèmes d'attention, on a le système d'orientation. C'est le système attentionnel qui va dire à l'enfant « Attention, cette information est importante. À quoi tu dois faire attention ?» Pourquoi cette information est importante? Parce qu'elle n'est pas spécifique, mais elle est généralisable. Spécifique, c'est une information que tu vas utiliser à un moment X et puis que tu ne vas plus pouvoir réutiliser par la suite, tandis qu'une information généralisable est une information que tu vas pouvoir réutiliser dans d'autres contextes et qui est donc d'autant plus importante pour savoir s'adapter, donc à nouveau la flexibilité, une autre fonction exécutive. Grâce donc à cette possibilité de réutiliser l'information que tu viens d'apprendre, tu vas pouvoir t'adapter mieux à ton environnement. Et pour montrer à un enfant qu'une information est importante, à l'oral, on peut utiliser des signaux, une gestuelle ou une prosodie qui va prouver à l'enfant « Attention, maintenant fais attention ». Regardez ce que j'ai fait, j'ai pointé le doigt. Ça, c'est le premier geste. Vraiment, quand vous voulez qu'un enfant fasse attention, vous dites « Attention, regarde cette information au tableau, elle est très importante ». Vous avez pointé l'information du doigt. Alors, vous n'avez pas besoin même de lui dire « Attention, elle est très importante ». Vous la pointez du doigt. La deuxième chose, vous regardez l'enfant. La troisième chose, vous pouvez changer d'intonation, changer de prosodie. J'en ai reparlé dans une autre vidéo. Cette information est importante, attention! Alors, ma voix très aiguë. Donc là, ce sont des signaux qui vont permettre à l'enfant de vraiment directement refocaliser son attention. Donc dans un énoncé, il est clair que vous pouvez utiliser ces signaux en disant « Attention, dans l'énoncé, je vous ai demandé surtout d'illustrer ce que vous avez compris de ce concept. » Ou ici, cocher. Ah oui, cocher ceci. Vous avez vu, entre le début de la phrase et la fin de la phrase, il y a déjà une différence d'intonation. Donc ça, ce sont tous les signaux qui vont permettre vraiment à l'enfant de comprendre ce qui est important. C'est vraiment essentiel. On a remarqué vraiment que l'attention de l'enfant était modulée en fonction de ces signaux. Et c'est ce que vous pouvez utiliser aussi dans l'expression, la verbalisation d'un énoncé. Alors, outre les signaux ostensibles de l'attention, on a aussi une autre façon de tirer parti du système d'orientation, qui est ce qu'on appelle l'hameçon pédagogique. L'hameçon pédagogique, c'est quoi? C'est une courte séquence d'introduction dans l'énoncé qui va permettre en fait de plus facilement intégrer ensuite les informations de la séquence pédagogique en entier. Donc évidemment, vous le savez, la mémoire, évidemment, elle est faillible, elle est sujette à un tas de stimuli parasites, ce qu'on appelle les systèmes neuronaux par défaut, qui vont venir embêter, qui vont venir faire en sorte qu'à un moment donné, l'enfant ou l'étudiant va de toute façon décrocher. Donc il est clair que à des intervalles assez réguliers, il faut, à un moment donné, recapter l'attention de l'enfant. Et c'est à ça que servent les hameçons pédagogiques. Et notamment, on s'est rendu compte que les hameçons pédagogiques qui faisaient appel aux émotions, et notamment surtout au rire, eh bien, avaient tendance à recapter l'attention de l'enfant de façon beaucoup plus efficace, et l'enfant allait retenir, évidemment, de façon plus importante les informations qui lui étaient données. Donc n'hésitez pas, en tant qu'enseignant, en tant que parent, à intégrer une touche d'humour dans vos énoncés, parce qu'il est clair qu'à ce moment-là, l'enfant sera directement beaucoup plus attentif et qu'il aura beaucoup plus facile à retenir les différentes étapes de l'énoncé. Autre chose, je pense qu'il est essentiel d'apprendre à l'enfant, en même temps que de lui apprendre à comprendre un énoncé et à l'exécuter, il est essentiel de lui apprendre à ne pas sortir du cadre de la question. Alors pourquoi je parle de ça? Moi-même, j'ai été assistante de cours en fac de médecine. Et je peux vous assurer que même en deuxième, quand on dit médecine, donc en deuxième année de faculté de médecine, ça dépend système français ou système belge, les étudiants ont beaucoup de mal à ne pas sortir du cadre de la question. Simplement parce que parfois, ils ont envie de prouver à quel point ils ont révisé la matière. Ou parfois, malheureusement, ils ne savent pas répondre à la question qui leur est posée, mais ils ont envie de démontrer malgré tout à l'enseignante ou à l'assistante, à ce que j'étais, que ils ne savent pas répondre à cette question, mais quand même, ils ont étudié, donc ils essayent de grappiller quelques points par la force, quelque part. Et évidemment, ça ne marche pas. Parce que, voilà, on attend une réponse précise, une réponse qui n'est pas hors sujet, une réponse qui est pertinente. Et donc, il est clair qu'il faut apprendre à l'enfant
peut-être à gérer sa frustration à un moment donné si voilà, il ne peut pas montrer à quel point il connaît. Il faut vraiment lui apprendre, on te pose une question, réponds juste à cette question et pas en dehors. Parfois on est même obligé sur des copies d'examen d'université à tracer des cadres dans lesquels on dit ne dépassez pas du cadre pour écrire votre réponse. Parce qu'on sait que la réponse, allez, voilà, elle peut être clairement expliquée en, je sais pas, 6-7 phrases, et on s'attend à ce que l'étudiant soit capable de ne pas faire plus que cette quantité, on va dire, ce nombre de phrases. Alors évidemment, ça c'est un petit peu compliqué pour les étudiants qui ont une écriture avec une taille de police 14 ou 16, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, voilà, par la force des choses, on essaye de vraiment obliger l'étudiant à ne répondre qu'à la question. Et je pense que c'est en fait un apprentissage qui est essentiel pour la vie en général, parce que par exemple, quand vous vous retrouvez face à votre employeur, ou face à un employeur potentiel dans un entretien d'embauche. Il est clair qu'à un moment donné, il va vous faire la petite blague de vous poser une question, et puis, une fois que vous avez fini de répondre, laisser un blanc. C'est quelque chose qu'on fait aussi très très régulièrement. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une part, on veut voir comment le candidat va réagir à ce malaise qui est instauré dans la pièce parce que quelque part vous ne lui parlez plus. Mais en plus de ça, ce malaise créé va obliger disons, inciter le candidat à finalement continuer à parler parce que simplement il ne peut pas supporter ce blanc et finalement il va vous lâcher des informations qu'il n'aurait pas filtrées jusque-là. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut faire des erreurs. Donc dans le cadre d'un examen, c'est quand on parle trop à un oral qu'on parle hors de la question, qu'on peut commencer à faire des erreurs parce que quelque part vous n'êtes pas sûr que ce que vous dites, même en étant au sujet, est correct. Mais dans le futur aussi, au-delà, quand on est face à quelqu'un, par exemple, on est en entretien d'embauche, mais aussi je pense à la situation quand on négocie, il est clair que il faut savoir gérer les blancs, il faut savoir à un moment donné se taire aussi et ne pas forcément trop parler, ce que je suis en train de faire actuellement et je risque de dire des bêtises. Donc ça aussi, ça fait partie des apprentissages et je pense que c'est un apprentissage à démarrer dès qu'on commence à devoir répondre à des consignes. Alors autre chose très important, je pense qu'il est essentiel d'expliquer à l'enfant que ça aussi, ça fait partie des apprentissages. Qu'au départ, il ne va pas tout de suite comprendre l'énoncé, que parfois il se trompera quand il exécutera l'énoncé, mais que ça aussi, ça peut s'améliorer. Je pense qu'il est essentiel, et on ne répétera jamais assez à quel point il est important de faire adhérer l'enfant à une vision dynamique de l'intelligence. Donc, certains enfants sont enfermés dans ce qu'on appelle une vision statique de l'intelligence, à savoir, je suis comme ça, je réagis comme ça, mon cerveau fonctionne comme ça, et donc, c'est normal que je fasse tel type d'erreur, c'est normal que je sois bon dans tel type d'exercice ou mauvais dans d'autres, et je ne peux pas m'améliorer puisque je suis comme ça. Et c'est malheureux parce que cette vision de l'intelligence est aussi partagée par de nombreux parents et aussi voire par de nombreux enseignants et qui du coup vont non seulement enfermer l'enfant dans une étiquette, mais en plus de ça, finalement ils vont fermer les portes, quelques portes à un enfant. Donc ils vont lui dire par exemple je ne te donne pas tel ou tel type d'énoncé, je ne te donne pas tel type de support pédagogique parce que de toute façon tu es comme ça. Et donc c'est vraiment vraiment délétère. Alors encore une fois, évidemment, là je fais référence aussi au neuromythe. Récemment, j'ai vu un article passé de quelqu'un qui défend ce qu'on appelle les styles d'apprentissage et qui disait que ce n'était pas du tout délétère pour l'apprentissage. Eh bien, au contraire, les scientifiques pensent que si, parce que quelque part, ça va enfermer l'enfant et ça va enfermer l'adulte aussi dans la vision qu'il a de son enfant. Alors, donc plutôt que de l'enfermer dans une vision statique de l'intelligence, il faut faire adhérer l'enfant à une vision dynamique de l'intelligence, c'est-à-dire tout simplement lui expliquer que non, il n'est pas bête, non, il n'est pas intelligent, il va simplement s'exercer, pratiquer, s'améliorer, parce que le cerveau est un muscle qui s'entraîne et qu'avec des petits exercices simples, il est capable d'y arriver. Si vous voulez savoir, avoir des exemples de jeux par exemple qui peuvent prouver réellement à votre enfant que son cerveau est capable de s'améliorer, je vous invite encore à regarder sous cette vidéo, il y a le lien d'un article qui va vous permettre de l'amuser et en même temps de lui prouver que oui, il peut toujours s'améliorer. Et enfin, dernièrement, je pense qu'il est essentiel aussi dans la compréhension des énoncés et dans leur exécution de contextualiser. Il faut toujours expliquer à l'enfant pourquoi il est essentiel de comprendre une consigne.
Il y a des enfants qui apprennent pour le plaisir d'apprendre. Il y a des enfants qui apprennent pour le challenge que cela leur procure. Et il y a des enfants qui ont besoin véritablement de comprendre à quoi va leur servir l'enseignement qu'on leur donne. Donc évidemment, je ne fais pas référence ici à des styles d'apprentissage, c'est un terme que je n'aime pas. Je ne fais pas référence non plus à des profils d'apprentissage, mais par contre plutôt je fais référence à une personnalité, à des préférences qu'a votre enfant, quelles sont ses sources d'inspiration, ses sources de motivation, ses obstacles aussi, quand il endosse la casquette de l'apprenant. Et là encore, si vous voulez, il y a un test que vous pouvez faire sur le site des outils pour apprendre, je mets le lien ici, pour un petit peu essayer de comprendre finalement qui est votre enfant et en tout cas actuellement, parce que ça aussi ça peut évoluer, qu'est-ce qui pourrait l'aider. Voilà, c'était Sarah Carpentier du blog des outils pour apprendre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a un tas de vidéos qui vont arriver, des petites pépites qui sont en fait des réponses à des questions de lecteurs. Je vais faire une infographie tout de suite que je vais vous mettre en bas de cette vidéo pour résumer les différents éléments qui ont été abordés. Vous pouvez l'imprimer, la partager, l'afficher, c'est cadeau. Je suis très contente de pouvoir vous aider. J'espère que vous me ferez plein de retours. Si vous avez des idées, si vous êtes enseignant par exemple et que vous appliquez des choses en classe auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à le mettre en bas aux commentaires. Je pense que voilà, nous sommes une communauté d'entraide. En tant que parents, nous sommes investis dans l'instruction de nos enfants. Nous avons envie de les aider et donc partageons nos bons conseils, nos trucs et astuces. Ciao!